بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, depuis quelque temps, j'avais envie de partager avec vous quelques-unes de mes lectures. Alors on va commencer aujourd'hui par Histoire et Islam, comprendre la naissance d'une science de Aïssam Aït Yahya aux éditions Nawa. Avant-propos. Une réflexion qui aborde le pourquoi d'une situation ou qui cherche à résoudre certaines problématiques actuelles en vient logiquement à s'intéresser aux origines et aux événements qui se sont déroulés avant l'apparition du problème à résoudre. L'esprit humain, en mobilisant ses connaissances et son intuition, se projette dans le passé pour y visualiser l'instant précis, ou les moments de l'histoire qui ont généré la situation présente afin de comprendre comment s'est formée la réalité présente. La question des origines et du passé n'émerge pas seulement en temps de crise, mais pour nous, ce sont très souvent des périodes d'incertitude qui favorisent ces questionnements. En France, par exemple, ces questions ont certainement le mérite de briser la mythologie conformiste d'une société devenue incapable de transmettre et d'imposer sa vérité à une partie de sa population, et dévoile à cette occasion sa propension à la mythomanie et à l'amnésie. Or, en ce début de XXIe siècle, à l'horizon improbable, que dire de tout ceci lorsqu'on a en tête les immenses défis et problèmes que suscite la présence des musulmans dans cet Occident post-chrétien? Et pire, pour le musulman vivant au cœur de ce qui se fait de plus Occident en Occident, la France laïque, pays servant de modèle à tout grâce à sa politique de gestion de l'islam et de contrôle des musulmans. Affirmer que l'importance de l'histoire en tant que discipline est sous-estimée par le plus grand nombre est un lieu commun. Un constat si évident que même celui qui n'a jamais ouvert ce genre d'ouvrage peut acquiescer, car instinctivement, il sait qu'il est le produit, la somme, le résultat final, à cet instant présent, d'une histoire qui s'est déroulée avant même sa propre existence. Paradoxalement, alors que la présence problématique des musulmans en Europe est le résultat d'une histoire éminemment riche et complexe, ces musulmans abordent cette question de l'histoire d'une manière déplorable. Deux points, une référence superficielle, un rappel de leurs origines qui n'est jamais intégré à une résolution des difficultés présentes, et encore moins de leur équation existentielle. Si nous nous intéressons au cas français très symbolique, cette posture nous apparaît paradoxale quand on sait que le système scolaire français qui a scolarisé la grande majorité des musulmans français a élevé l'histoire au rang de discipline maîtresse au sein de son enseignement public et qu'il en a même fait la base de son fameux socle républicain entre guillemets. Après tout, il n'est peut-être pas aussi paradoxal que cela, et peut-être que c'est justement dans ce pays qui a fait de l'histoire sa discipline chérie, dans lequel les minorités ethniques, religieuses ou régionales peuvent le plus facilement perdre leurs propres histoires et s'acculturer en perdant bien plus que la simple mémoire de leur passé. Et ceci est cohérent avec tout le système d'assimilation à la française, hérité du jacobinisme radical et de la théocratie républicaine laïque, cherchant à créer son idéal type de citoyen, totalement nettoyé de ses divers particularismes. Ce que nous avons déjà longuement décrypté ailleurs. Note de bas de page, Aïssam Aït Yahya de l'idéologie islamique française, éloge d'une insoumission à la modernité, Nawa édition 2011. Retour au texte. Histoire, société et éducation. Deux points. De l'école primaire à la dernière année du secondaire, la majorité insouciante des musulmans français a toujours cru que l'enseignement de l'histoire faisait partie d'un socle d'enseignement général. Prétendument neutre et objective, cette matière n'aurait pour autre but que de lui inculquer généreusement savoir et connaissance. Pourtant, très peu savent que dans le système scolaire, une discipline n'est jamais isolée, puisqu'elle s'inscrit nécessairement dans un contexte politique, social et scientifique. Alors, citation, note de bas de page, colloque Apprendre l'histoire géographique à l'école, à Paris, décembre 2002. Retour au texte. Or, il est évident que l'histoire n'a pas la neutralité et l'objectivité des mathématiques, car si 1 plus 1 font 2 à n'importe quel endroit de la planète, il n'existe pas ou très peu de faits historiques compris et interprétés de la même manière à n'importe quel endroit du monde. Ou du moins pas encore,
Et c'est peut-être la raison pour laquelle l'une des tâches du mondialisme est d'écrire une seule histoire commune et officielle à toute l'humanité. L'enseignement de l'histoire permet souvent d'apporter les réponses avant même que les questions ne se posent et ne germent. Or, telle qu'elle est enseignée en France, mais aussi ailleurs, entre parenthèses, c'est vouloir créer et imposer d'emblée le mythe d'une histoire absolument commune, et donc fatalement celui d'une destinée collective, commune pour tous les membres du corps social, aussi différents soient-ils. Tout ceci étant surtout destiné aux individus et ou groupes de population porteurs de marqueurs de différence entre guillemets, dont l'existence même est perçue comme une menace potentielle au vivre ensemble entre guillemets, tel que l'esprit républicain français le comprend. C'est la volonté de créer un socle commun si lourd qu'aucune particularité, quelle qu'elle soit, ne sera capable de s'élever au-dessus de lui. Or, le commun est arbitrairement décidé. Nul n'a le choix de s'y soustraire car c'est un impératif quasi religieux en France. Ce qui est commun est public et ce qui est public appartient en réalité à l'État. Note de bas de page. En France, l'espace public n'est donc pas lieu d'expression des opinions et croyances privées, malgré ce qu'indiquent les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Retour au texte. Et les modalités de l'enseignement en France, telles que l'État les impose, montrent encore une fois l'origine pré-totalitaire de ces fondements idéologiques. Deux points, entre guillemets, l'institution scolaire se situe au cœur de l'identité française. L'école primaire laïque, gratuite et obligatoire, résume à elle seule une sorte d'idéal français d'acculturation complète, qui ajoute au nationalisme allemand un sens très aigu des exigences de la citoyenneté. Note de bas de page. Identité nationale et histoire Ottila Calider, thèse de doctorat, Université de Montesquieu, Bordeaux 4 en 2010. Retour au texte. Donc rien d'extraordinaire quand on mesure le formidable potentiel de négation de la différence et de formatage des esprits par ce système d'éducation. C'est non seulement l'État qui enseigne l'histoire, mais en finalité, c'est lui-même qui l'écrit, car pour l'idéologie conformiste à la base de ce système, citation, il n'y a pas de consensus possible dans une société si l'on ne commence pas par admettre qu'il y a des affirmations fausses et d'autres qui sont exactes, et si l'on n'apprend pas à distinguer les unes des autres. Fermez les guillemets. Et nul besoin de dire que c'est encore l'État qui dit où se trouve la vérité et où se trouve le mensonge. Point de suspension. Il n'est pas dans notre but ici de mettre en garde contre les systèmes scolaires français dans son ensemble. Deux points, il a ses forces, ses qualités, ses faiblesses, sa part de propagande et sa part de médiocrité comme tous les autres systèmes contemporains. Il s'agit simplement de rappeler que l'école, à l'heure de la mondialisation triomphante, n'a plus la seule vocation d'instruire ou d'éduquer, mais de modeler, de former et avant cela de transformer. D'ailleurs, historiquement, le changement des dénominations est très révélateur en France. En moins d'un siècle, nous sommes passés de ministère de l'instruction publique à celui de l'éducation nationale. La première dénomination manifestait une part de neutralité, car nous étions dans une simple logique de transmission passive du savoir, entre parenthèses, mais incompatible et paradoxale avec les bases idéologiques progressistes de la Troisième République, fermez la parenthèse. Or, avec la seconde, il y a désormais la volonté affichée et active de prendre en charge totalement l'individu par un État tutélaire, celui de la mère patrie. Note de bas de page. Patrie vient du latin pater signifiant père. La mère patrie peut être alors comprise comme la fusion symbolique de la mère et du père dans une seule et même entité artificielle devant recevoir l'unique et absolue piété filiale. Retour au texte. État tutélaire, celui de la mère patrie, qui cherche à se substituer à la famille, au groupe d'appartenance ou à la communauté pour en faire un éternel enfant citoyen qui, même une fois adulte, n'a pas le droit de s'émanciper de sa tutelle et qui d'ailleurs ne le souhaite pas. C'est pourquoi on peut dire que, citation, ouvrez les guillemets, l'école ignore de nos jours des savoirs de l'esprit qui donnent l'intégrité, la volonté, la force et la persévérance.
L'indépendance est rarement de mise à l'école. L'indépendance acceptable est une indépendance canalisée en fonction des canons qui assurent la reproduction d'un certain modèle de société. Fermez les guillemets, note de bas de page. L'école actuelle face au changement. Instruire, éduquer ou socialiser. Ouvrage collectif Presse universitaire du Québec en 2006. Retour au texte. Mais il s'agit aussi de rappeler qu'avec un État d'une nature très particulière, tel que la France, certaines disciplines enseignées ont un objectif clairement théologique. C'est-à-dire que là où les religions séculières, laïcité, humanisme, démocratie, nationalisme, entre parenthèses, qui ont créé l'État moderne français, ont donné à certaines disciplines une fonction religieuse, transmettre à tous les citoyens le même mythe des origines, le même dogme, la même foi. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, c'est bien l'histoire qui est à la base élémentaire dans l'élaboration de cette culture nationale française. Or, comme disait le philosophe Alain, deux points, ouvrez les guillemets, culture et culte sont des mots de la même famille, fermez les guillemets. Ainsi, la culture nationale renvoie directement à l'idée de culte national ou tout simplement à l'idée de religion nationale. Dès lors, on ne s'étonnera pas que pour Jules Ferry, l'école doit enseigner la religion de la patrie, entre guillemets, et l'histoire, telle qu'elle est comprise et inculquée par le clergé de la République française, est donc ici comparable au livre de la Genèse dans la Bible pour les religions judéo-chrétiennes, deux points, un récit religieux. En France, sûrement plus qu'ailleurs, les manuels scolaires d'histoire ont donc toujours eu un but prosélyte, deux points, convertir. Encore une fois, on ne prêche pas un converti, mais on cherche avant tout à convertir les autres, les nouveaux arrivés, les différents, les étrangers aux mœurs, traditions et croyances tout aussi étrangères. En d'autres mots, les païens de la République laïque, qu'ils soient nés en France ou non, qu'ils soient étrangers ou même français de souche. Note de bas de page. Tel était le but des historiens de la Troisième République. Deux points, éradiquer les particularismes régionaux, leur culture et histoire, en les réduisant à des folklores soumis à l'histoire officielle française écrite à Paris. Retour au texte. Prenons par exemple le plus célèbre des manuels d'histoire français jamais rédigés, intitulé Le Petit Lavis, entre guillemets. Note de bas de page. Du nom de l'historien français Ernest Lavis, directeur de publication et rédacteur de manuels scolaires pour le ministère de l'Instruction publique, il a supervisé la rédaction de dizaines de manuels d'histoire et géographie. Retour au texte. Ce manuel, réédité près de 50 fois de 1876 jusqu'au début des années 50, a eu le temps de former plusieurs générations d'élèves et de professeurs. Dès les premières pages, le ton est donné. Deux points, ouvrez les guillemets. Dans ce livre, tu apprendras l'histoire de la France. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que son histoire l'a faite grande. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Ontonji Paulin, La rationalité, une ou pluriel, 2006. On le voit bien, l'injonction est ici clairement assimilable à un ordre religieux, tels les commandements de la Bible, et il ne s'agit là que de l'un de ces nombreux commandements. Il n'est donc pas étonnant que certains aient appelé le Petit Lavis, deux points, l'évangile de la République, entre guillemets. Il est évident que ce genre de manuel d'histoire, vu aujourd'hui comme une caricature par les historiens eux-mêmes, n'existe plus en France. L'enseignement de l'histoire n'est plus aussi explicitement religieux, entre guillemets, dans les messages qu'il véhicule, car il y a été tout simplement modernisé, entre guillemets. Il utilise des méthodes beaucoup plus subtiles pour arriver aux mêmes objectifs. Histoire et politique, deux points. Toute cette vision et cette idéologie sur la place de l'histoire est d'une importance capitale pour notre réflexion, car nous savons qu'elle a de nombreuses incidences sur la vie politique et sociale actuelle. Avec tout ceci, c'est pouvoir comprendre que la France se caractérise une fois de plus dans le monde occidental par la quasi-institutionnalisation d'une histoire officielle. La démocratie française, sûrement la plus totalitaire de toutes les démocraties occidentales, a toujours su masquer cette réalité par des apparences subtiles, surtout lors de la rédaction des lois mémorielles, sanctifiant une prétendue vérité historique et interdisant sa remise en cause
comme hérésie condamnable, entre parenthèses, loi Guesso, loi Taubira, loi sur la reconnaissance du génocide arménien, etc. Dès lors, un des moyens de comprendre la situation politico-sociale des musulmans en France particulièrement, et en Occident en général, entre parenthèses, peut se faire doublement au moyen de l'histoire. Deux points. Premier point, l'étude objective des relations historiques entre la France ou l'Europe, l'islam et les musulmans. Deuxième point, comprendre l'interprétation de cette histoire par le pouvoir politique et les conséquences qui en découlent. Le deuxième point nous intéresse plus particulièrement puisque nous avions déjà posé les balises permettant de traiter le premier ailleurs. Cette dimension quasi religieuse de l'enseignement de l'histoire de France en France implique donc forcément de jeter l'anathème sur toute approche critique de cette histoire, telle que l'a si bien avoué Nicolas Sarkozy. Deux points, ouvrez les guillemets. Il n'y a qu'une histoire de France et non pas deux, parce qu'il n'y a qu'une seule France. Fermez les guillemets. Note de bas de page, discours de Saint-Quentin 2007. Mais aussi, et surtout, elle met au banc toutes les autres histoires considérées comme inutiles et superficielles, sinon dangereuses car concurrentes. Jules Michelet, l'apôtre de l'histoire pendant la Troisième République, ne disait-il justement pas que, de point ouvrez les guillemets, toute autre histoire est mutilée, la nôtre seule est complète, avec elle, vous sauvez le monde, fermez les guillemets. Note de bas de page sur Garcia Alain. Théocratie républicaine, les avatars du sacré. L'Harmattan 2010, page 30. Retour au texte. Cette vision totalitaire de l'histoire de France n'appartient malheureusement pas au passé. Certes, la fameuse loi du 23 février 2005 sur le rôle positif de la colonisation a été supprimée. Rappelons-nous qu'un de ces miracles Rappelons-nous qu'un de ces articles a osé stipuler, deux points, ouvrez les guillemets, la nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine, ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. Fermez les guillemets. Ce projet de loi n'avait été abandonné qu'en raison de vives émotions et des polémiques qu'elle suscitait. Ce n'était donc pas une provocation politicienne calculée, mais le produit d'une idéologie républicaine radicale et immuable en France depuis plus de 200 ans maintenant. Dès lors, si nous méditons sur ces quelques éléments, nous pourrions affirmer que les musulmans français sont victimes à trois niveaux de ces tentatives d'acculturation massive qui les plongent dans l'ignorance. Premier point, en tant que citoyens français, et donc ignorance partagée par tous, l'incapacité de comprendre la réalité de l'histoire nationale française au-delà de la propagande historique officielle, des mythes et de la mythologie conformiste véhiculée par le système. Deuxième point, en tant que musulmans français, l'ignorance et l'incapacité de comprendre en toute objectivité l'histoire et la nature des relations France-Islam. Note de bas de page. Si cette pensée d'un historien français de la Troisième République est idéologiquement parlant, typiquement française, en étant le fruit de son histoire, on peut aussi la retrouver chez le grand historien grec de l'époque classique, Thucydide. Malik Benabi expliquait d'ailleurs que Thucydide annulait tout le passé de l'humanité en déclarant qu'avant son époque, aucun événement important ne s'était produit dans l'univers. C'est ainsi que l'on crée la culture d'empire, celle qui entretient les mythes de la race dominante et du colonialisme civilisateur. En nuançant cela, car l'impérialisme grec, entre parenthèses athénien, n'a eu pour victime première que d'autres cités grecques, ayant la même culture hellénique, alors que l'impérialisme français et son universalisme messianique s'en sont pris à des cultures totalement différentes, et le choc colonial entre guillemets en fut beaucoup plus dévastateur. Retour au texte. Troisième point, en tant que musulman, l'ignorance de l'histoire réelle de l'islam et de sa civilisation selon une perspective purement islamique et non pas à travers ce qui lui en apprend le système dominant. Ainsi, lorsque la plupart des musulmans français entendent celui qui a eu le mérite de faire tomber tous les masques de l'hypocrisie dire, deux points, ouvrez les guillemets, le rêve européen a besoin du rêve méditerranéen.
Il s'est rétréci quand s'est brisé le rêve qui jeta jadis les chevaliers de toute l'Europe sur les routes de l'Orient. Le rêve qui fut le rêve de Bonaparte en Égypte, de Napoléon III en Algérie, de Lyautey au Maroc, ce rêve ne fut pas tant un rêve de conquête qu'un rêve de civilisation. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Nicolas Sarkozy, discours de Toulon, 7 février 2007. Retour au texte. Combien d'entre eux sont capables d'expliquer que civiliser, dans la doxa française, veut justement dire conquérir et avant cela détruire? Combien sont ceux qui arrivent à comprendre qu'ils subissent encore aujourd'hui les effets de ce rêve sous différentes formes, ou bien qu'ils sont eux-mêmes les acteurs inconscients de ce rêve? Ainsi, tous ceux qui cherchent à séparer la politique de l'histoire sont au mieux des naïfs et pire, des manipulateurs en puissance, car elles ne peuvent pas être séparées. Toute politique est le résultat d'une histoire et deviendra elle-même histoire. C'est l'histoire via le système de socialisation et d'éducation qui donne sa légitimité à tout ordre politique. À ce sujet, les musulmans devraient, en méditant sur leur situation actuelle, comprendre pourquoi, en 1941, ce sont parfois avec leurs professeurs d'histoire que des dizaines de milliers de petits écoliers français étaient partis à l'exposition intitulée comment reconnaître un juif, entre guillemets, car aujourd'hui encore, plus qu'hier, l'histoire est devenue un réservoir d'arguments que les acteurs de la vie publique mobilisent pour défendre leurs intérêts et légitimer leur pouvoir. Note de bas de page, Noirel Gérard, à quoi sert l'identité nationale, édition, Agone 2007. Notre focalisation dans cet avant-propos sur le cas français s'explique par son modèle politique et social très particulier. Mais cette analyse est aisément reproductible à des échelles et à des niveaux différents pour d'autres pays occidentaux, et notamment la Belgique ou même l'Allemagne. Les pays scandinaves et anglo-saxons sont, de manière générale, dans une perspective beaucoup moins coercitive d'un point de vue culturel pour les musulmans, puisque l'accent chez eux est porté davantage sur le respect et la défense des libertés individuelles.